On pense souvent tout savoir sur Jigoro Kano, le créateur du judo. L'histoire est connue, n'est-ce pas? Celle d'un art martial qui a conquis le monde jusqu'à devenir une discipline olympique. Mais, et si ce n'était que la surface? Si l'histoire qu'on raconte habituellement n'était que le début? Ensemble, on va gratter un peu ce vernis pour découvrir les facettes cachées de cet homme incroyable. Alors, pour commencer, une petite colle. Une info qui peut paraître complètement folle. Saviez-vous que le fondateur du judo, l'homme qui a inventé le concept même de ceinture noire, n'en a jamais eu une? Non, jamais. C'est un paradoxe assez dingue et c'est en cherchant à le comprendre qu'on va vraiment entrer au cœur du sujet. Et le voilà, cet homme, Jigoro Kano. On parle d'un visionnaire, né en 1860, qui a fait bien plus que créer un art martial. Il a réussi l'exploit de faire du judo le tout premier art martial japonais à être reconnu dans le monde entier, et même à entrer aux Jeux Olympiques. Mais pour vraiment saisir la portée de son œuvre, il faut aller au-delà du tatami et comprendre qui il était vraiment. Alors, première étape, la plus évidente, l'homme qui a inventé le judo. C'est la base, le point de départ de tout son héritage. Tout part d'un besoin personnel en 1877. Imaginez, Kano était de petite constitution, à peine 1,50 m pour 48 kg. Il se met donc au jujitsu pour se défendre, pour se renforcer. Et ça va très vite. 5 ans plus tard, en 1882, il ne se contente plus d'apprendre. Il crée sa propre école, le Kodokan, en compilant le meilleur des techniques existantes. Le succès est fulgurant. Dès 1886, la police de Tokyo adopte sa méthode. Mais sa vision est bien plus large. En 1909, il devient le tout premier Asiatique à siéger au Comité international olympique, un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en mer en 1938. Ok, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a cette image du maître d'arts martiaux, mais en fait, ce n'était pas son métier principal. Loin de là. Kano était avant toute chose un éducateur. Et quand on comprend ça, eh bien ça change absolument toute la perspective sur le judo. Oui, c'est vraiment le point clé. Sa vie professionnelle, sa carrière de tous les jours, ce n'était pas le dojo. C'était une figure de premier plan du système éducatif japonais. Et c'est cette identité d'éducateur qui est à l'origine de la philosophie et de toute la structure du judo. Et son influence dans ce domaine était immense. On parle du directeur de l'enseignement primaire pour tout le ministère de l'Éducation. Il a aussi été président de l'École normale supérieure de Tokyo pendant près de 20 ans. Et c'est là qu'on comprend mieux. Les ceintures blanches et noires, le système de grades Dan, ce ne sont pas juste des trucs de judoka, ce sont des outils pédagogiques inventés par un éducateur pour marquer la progression. Il a même poussé jusqu'à faire entrer le judo et le kendo dans les programmes scolaires publics. D'ailleurs, il suffit de regarder le nom de son école. Kodokan. Ça ne veut pas dire le lieu où l'on se bat. Ça veut dire la maison où l'on étudiait la voie. Tout est dit. La priorité absolue, c'était l'étude, le développement de la personne. La technique de combat, elle, venait après. Allez, on creuse encore un peu plus. On a vu le créateur, l'éducateur. Maintenant, allons voir le philosophe. Parce que Kano, même s'il était un grand modernisateur, n'a rien inventé à partir de zéro. Il est allé chercher l'inspiration dans des philosophies très, très anciennes. Non, le judo n'est pas apparu par magie. En fait, si on remonte la filière, on s'aperçoit que les écoles de jujutsu qui ont le plus influencé Kano, comme la Kito-ryu et la Yoshin-ryu, puisaient elles-mêmes leurs racines dans d'anciens arts chinois. Kano le savait parfaitement, et il a volontairement gardé cet héritage philosophique au cœur de sa nouvelle méthode. C'est une synthèse, un pont entre l'ancien et le moderne. Et de cette longue tradition, il a tiré 2 principes qui sont le cœur du réacteur du judo. Le premier, Seiroku Zenyo. En gros, efficacité maximale, effort minimal. C'est l'idée de faire le plus avec le moins. Sur un tatami, ça veut dire utiliser la force de l'autre pour le faire tomber. Mais on va voir que pour Kano, cette idée allait beaucoup plus loin que le simple combat. Le deuxième principe, c'est Jitaya Kyoe, entraide et prospérité mutuelle. Là, on touche à la dimension morale, sociale du judo. L'idée, c'est que progresser tout seul ne sert à rien si ça n'aide pas aussi les autres à progresser. C'est une philosophie du gagnant-gagnant, où le bien-être de la communauté est aussi important que son propre développement. Et c'est là, vraiment, qu'on arrive au cœur de notre histoire, à la facette la plus méconnue et peut-être la plus spectaculaire de Jigoro Kano. Parce que ces 2 grands principes, il ne les a pas seulement imaginés pour former de bons judokas, il les a pensés comme une stratégie pour son pays tout entier. Alors, la question est simple. Cette philosophie, c'était juste pour le développement personnel sur le tatami, ou est-ce que ça cachait quelque chose de bien plus grand, de bien plus stratégique? La réponse se trouve dans une conférence qu'il a donnée en octobre 1893. Et attention, pas n'importe où, devant des hauts fonctionnaires de l'empereur. C'est là qu'il va révéler le fond de sa pensée. Ce discours était tellement important que même le consul de France de l'époque en a envoyé une copie à Paris.
Et voilà ce qu'il dit, noir sur blanc, le judo, tel que je l'ai conçu, est une métaphore scientifique. Une métaphore, ce n'est donc pas juste un sport, c'est un modèle, une grille de lecture pour comprendre et résoudre des problèmes bien plus vastes. Et c'est là que tout s'éclaire. Il applique le principe du judo à la géopolitique. Il explique qu'il faut que le Japon cède en apparence, qu'il accepte la technologie étrangère pour pouvoir la copier et ensuite utiliser la propre force des Occidentaux pour les culbuter, dit-il, avec un minimum d'énergie. C'est littéralement le principe d'une projection de judo appliquée à une nation. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est crucial. On est en pleine restauration Meiji. Le Japon vient de s'ouvrir au monde après des siècles d'isolement total. La menace, c'est d'être colonisé, écrasé par les puissances occidentales. La stratégie de Kano, c'est donc de dire « ne nous braquons pas, utilisons leur force, absorbons leur savoir-faire, leur technologie, pour nous moderniser à toute vitesse et à la fin être les plus forts ». Le judo était le mode d'emploi de cette stratégie. Et tout ça nous ramène à notre question du début. Comment un tel homme, un visionnaire pareil, a-t-il pu ne jamais avoir de ceinture noire? La façon dont son héritage a été protégé, presque sacralisé, est fascinante. Et la réponse, eh bien, elle est dans son grade. De son vivant, la raison est toute simple, Jigoro Kano ne pouvait pas avoir de grade, parce que c'était lui qui les décernait. Il était la source, l'origine de tout le système. Il était, par définition, au-delà des grades. Mais après sa mort, il fallait marquer le coup, trouver un symbole fort. On lui a donc décerné un grade, à titre posthume, le 12e dan. Alors, 12e dan, pourquoi ce chiffre? C'est ça qui est génial. À l'époque, le grade le plus élevé qu'on pouvait atteindre, c'était le 10e dan. En lui donnant le 12e, on a créé un fossé, un écart impossible à combler. C'était une manière de dire « personne ne l'égalera jamais ». Il est et restera à jamais le fondateur, unique, intouchable. Alors, au bout du compte, le judo, c'est quoi? Un sport, une philosophie de vie, ou bien, comme Kano l'a lui-même avoué, la stratégie secrète d'une nation qui luttait pour sa survie. Finalement, la vraie force du judo, c'est peut-être d'être tout ça en même temps. Un art martial aux multiples facettes, tout comme l'homme qui l'a imaginé.